Salut tout le monde, bienvenue au Montréaliste. Le jour du scrutin approche, c'est le 2 novembre prochain qu'on va savoir qui sera notre nouveau maire ou notre nouvelle mairesse à Montréal. Et nous, quand on a lancé le balado Les Montréalistes en mai dernier, notre objectif, c'était d'aller à la rencontre des citoyens pour mieux comprendre leur réalité. Puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un mécontentement généralisé sur plusieurs enjeux clés. Alors aujourd'hui, on est ravis de vous présenter Soraya Martinez-Ferrada qui va répondre à toutes nos questions. Elle est candidate pour Ensemble Montréal à la course à la mairie. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller voter le 2 novembre. Les élections par anticipation ont lieu le 26 octobre et d'ici là, assurez-vous que vous êtes bien sur la liste électorale. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours visiter élections.montréal.ca. Place à Soraya. Soraya, merci beaucoup d'être avec nous, de prendre le temps. Je sais que c'est une période assez chargée. J'allais dire, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, on peut se tutoyer. Oui, d'accord. oui. Alors, c'est une période chargée pour toi. Oui. J'ai envie de te demander, en commençant, de nous parler de toi, justement. Oui. Qui es-tu? D'où tu viens? Et surtout, pourquoi tu as décidé de faire le grand saut vers la course à la mairie? Ben moi, je suis une immigrante. Je viens du Chili. J'ai fait une dictature. Je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans à Montréal. Et donc, Montréal a toujours été, c'était ma ville d'accueil pour moi et ma famille. Puis c'est là que j'ai grandi, que j'ai eu mes enfants. Donc, ça a toujours été pour moi, Montréal, dans mon ADN et dans mon cœur. Là. J'ai grandi ici depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Puis pourquoi me lancer? Parce que moi, j'étais ministre du Tourisme puis ministre du Développement économique pour les régions du Québec. Puis j'ai voyagé énormément. Et à chaque fois que je revenais à Montréal, je sentais que Montréal était comme devenue silencieuse. On était un peu repliés sur nous-mêmes. Pendant que d'autres villes, en fait, parlaient haut et fort. Et s'émancipaient plus Oui. que nous. Là. Puis là, je trouvais que quand on est rendu, que c'est pas normal que Montréal se retrouve derrière Calgary. Moi, j'aime bien Calgary, là, mais je trouvais que Montréal a été à un moment donné la métropole culturelle, la métropole. On regardait pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour une ville comme Montréal, pour une métropole. Puis je trouve qu'on a un peu laissé notre place. Puis aujourd'hui, mais j'ai l'impression que faut que Montréal soit capable de faire les deux, soit capable d'être une ville où on est fier d'y vivre, puis qu'on a une qualité de vie dans nos quartiers, mais qu'on se rappelle qu'on est une grande métropole, puis qu'on reprenne cette place. C'est pour ça que je me suis lancée. Tu es une ancienne députée fédérale à Ottawa. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'as fait le saut à la politique municipale qui est complètement différente? Bien, moi, j'ai été élue municipale. J'ai commencé ma carrière politique comme une élue municipale en 2005. Donc, j'ai vu les années difficiles de Montréal, des années 2008 à 2005 à 2013 à peu près. Puis, de faire le saut au fédéral, bien, c'était une question de circonstances politiques. Je connaissais bien Mélanie Joly, j'ai fait sa campagne, puis je me suis retrouvée au fédéral. Mais pour moi, c'est un retour aux sources. Okay. La politique... Il y a peu de gens qui savent ça. On dirait que tu arrives du fédéral. Je suis pas sûre que tout le monde sait que tu as commencé au municipal, que tu es parti et revenu. Oui, c'est important de le dire. Oui, je le sais. Puis, tu sais, ça fait quand même 20 ans, fait que ça me rajeunit pas, mettons. Mais ça fait longtemps que tu en fais. Oui, c'est ça. Fait que ça fait quand même 20 ans, mais tu sais, fait que j'ai une expérience de municipal. C'est là que j'ai appris à faire de la politique. Puis moi, j'ai fait de la politique au fédéral comme je le faisais au municipal. Même si c'est plus difficile parce que tu as beaucoup plus de monde, tu représentes quasiment 100 000 personnes. Donc, mais c'est une politique de proximité, la politique municipale, et c'est la personne que je suis dans la vie, d'être une personne de proximité. Et donc, de revenir au municipal, pour moi, ben c'est un retour aux sources. Puis de revenir aussi avec toute l'expérience que j'ai acquis pour dire, OK, je peux mener la ville parce que je sais qu'on peut faire mieux. Ma prochaine question, je pense que tu viens un peu d'y répondre, mais je vais te la poser quand même parce que tu es un nouveau visage pour les Montréalais. Puis ça, c'est un couteau à double tranchant. T'amènes un vent de fraîcheur. C'est super rafraîchissant, ta candidature, mais il y en a qui vont questionner tes qualifications, justement. Mais là, tu viens de répondre, tu en as fait pendant des années. Mais qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là pour leur dire à quel point tu as ce qu'il faut pour gérer une métropole? Parce que ce que je trouve que la ville a manqué dans les 8 dernières années, c'est qu'on a perdu le contrepoids à la fonction publique. Ça veut dire quoi, ça? Quand tu es élu, tu représentes les citoyens face à une machine administrative qui, elle, finalement, fait la volonté des citoyens à travers les élus. On a perdu ce contrepoids. Puis la ville est devenue beaucoup menée par une administration. Moi, je pense que j'ai été élue au fédéral, je suis devenue ministre. J'ai été capable de travailler avec une fonction publique très forte au fédéral. J'ai fait énormément de changements au fédéral pour le bien de mes citoyens. Je pense que je peux amener, comme je te dis, toute cette expérience-là au municipal. Et moi, je pense qu'il faut ramener ce contrepoids qui est en fait le contrepoids du citoyen face à une administration qui doit mieux gérer, qui doit comprendre qu'on doit
oui, faire des services de base, puis qu'on va redonner à Montréal sa capacité de rêver puis avoir de l'ambition. Puis pour ça, ben, il faut juste mieux gérer. Et pour ça, ben, il faut avoir un maire qui va réellement s'asseoir avec sa fonction publique, dire non, on ne prend pas les poubelles une fois ou 2 semaines, c'est aux semaines. Puis oui, on planifie mieux les chantiers, puis on n'ouvre pas toutes les rues en même temps parce que c'est un impact sur nos commerçants. Tu sais, il faut qu'il y ait ce contrepoids. Puis moi, c'est ça que je vais offrir aux citoyens. J'ai effleuré les journaux à ton sujet dans les dernières semaines. Puis il y a un commentaire qui est revenu quand même quelques fois de la part d'analystes politiques qui compare un peu ta proposition à celle que Denis Coderre avait. Comment tu trouves cette comparaison-là? Ben, j'ai pas l'air de Denis Coderre. Ben, un peu quand même. Physiquement, là, je pense que j'ai pas l'air. Je suis vraiment pas Denis Coderre. Moi, j'ai amené une nouvelle équipe complète. Je me présente pas comme une seule mairesse, mais une leader, un chef de parti qui présente une équipe. Je pense que j'ai convaincu des Montréalais importants qui ont fait des choses qui ramènent toute cette expérience. Je parle à des Claude Pinard qui a quitté Centraide, Lorraine Pintal qui a décidé de venir avec nous, des Jean Baudouin, des Geneviève des Hôtels qui étaient à Éducalcool. Donc, j'ai convaincu des Montréalais de dire, OK, Montréal a besoin de nous en ce moment. Puis on doit être généreux dans notre expérience pour servir Montréal. Et je pense que ça, je suis pas une candidate seule. Et je pense que c'est la grande différence. Je ne suis pas une candidate qui va travailler seule. Je suis une candidate qui travaille avec une équipe, puis une équipe qui écoute les Montréalais, puis qui va agir pour les Montréalais. C'est la grande différence. C'est important. Je pense que c'est une bonne réponse. Très, très, très différente. Si tu veux, pour la deuxième partie de l'entrevue, je vais t'amener dans des sujets un petit peu plus concrètement, des sujets qui préoccupent les Montréalais. Le premier étant inévitable, le maudit trafic à Montréal. C'est plus, tu sais, la circulation à Montréal, là, c'est plus juste un problème. Tristement, c'est devenu ce qui définit la ville. Quand on parle de Montréal, la première chose qu'on entend, c'est on ne peut plus circuler à Montréal. Oui, les cônes oranges. Les cônes oranges, évidemment. La construction, ça vient avec. Les Montréalais commencent à déménager, puis il n'y a plus personne qui veut emménager à Montréal. Ça fait fuir le monde. Peux-tu nous dire comment, selon toi, on en est arrivé là, puis qu'est-ce que tu proposes comme solution là-dessus? Je pense qu'on a voulu aller trop vite par rapport à l'ensemble des travaux qu'on avait besoin de faire. Il n'y a personne qui questionne le fait qu'on a des infrastructures qui sont vieillissantes. Puis il faut les arranger. Que ce soit nos aqueducs, nos infrastructures d'égouts, il y a énormément de travail à faire. Mais je pense qu'on a manqué de planification. On informe les citoyens, on ne consulte pas beaucoup. Je pense qu'on doit mieux gérer la planification de ces chantiers, puis bien informer les citoyens de ce qui s'en vient. Actuellement, la Ville a ce qu'on appelle un info-travaux. Tu peux aller voir, là, info-travaux, tu vas savoir les travaux qui s'en viennent. Mais si tu sais savoir ce qu'on va faire dans 2 ans, tu n'es pas capable de le savoir. Donc, il faut être capable... Parce que la Ville ne le sait même pas elle-même ou parce que l'information n'est pas... Il n'y a aucune planification. Il n'y a pas de planification dans un temps qui peut être sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je pense qu'il y a des choix à faire, mais les choix qu'on doit les faire sur le risque de faire une rue versus une autre. Puis cette complexité-là, on peut aller utiliser ce que j'appelle l'intelligence artificielle. On est la ville du hub sur l'intelligence artificielle au monde. Puis cette administration n'a pas réussi à tenter des choses, à effleurer un peu la question, mais n'a pas réellement eu de l'ambition pour réellement être une ville innovante au niveau de l'intelligence artificielle pour nous aider à planifier ce qu'on a besoin de planifier, qui est les chantiers. Ce que toi, tu veux faire, mais as-tu quelqu'un dans ton équipe qui est qualifié pour mettre ça en branle? Oui, moi, j'ai un candidat qui s'appelle Alexandre Tereoscu, qui se présente dans Côte-des-Neiges NDG. C'est une des personnes qui est extrêmement intégrée dans le milieu de l'intelligence artificielle. J'étais moi-même hier à All In, qui est un grand forum actuellement à Montréal, international, un des plus grands forums au monde qui a lieu à Montréal. Pour quand vous allez voir les compagnies qui sont là, c'est incroyable, l'innovation, la créativité qu'on a. Et ces entreprises que j'ai rencontrées hier, la plupart des jeunes et du monde de Montréal, me disent, nous, on n'est pas capable de travailler avec Montréal, on ne comprend pas pourquoi. Puis on pourrait tellement mieux faire, que ce soit sur le trafic au niveau des lumières, que ce soit sur la planification de nos chantiers, que ce soit sur la délivrance de nos permis pour que ce soit plus rapide de changer une fenêtre et d'avoir un permis. Fait que je pense que l'intelligence artificielle, elle peut être beaucoup mieux intégrée de façon beaucoup plus ambitieuse
dans ce qu'on a et je pense que cette administration a vraiment manqué d'ambition. Tu sais, on parlait de circulation, tu as intégré un peu là-dedans le sujet de l'état des routes, là, mais c'est important quand même d'y revenir parce qu'il y a un vérificateur général qui a récemment signalé qu'il y avait 25 des routes à Montréal qui sont jugées comme étant en mauvais état. Et tu as vu les événements au Grand Prix cycliste où un cycliste a fait une chute de son vélo à cause d'un nid de poule. Tu sais, c'est complètement absurde. Puis cet événement-là est un événement international. Ça avait le potentiel d'offrir une vitrine positive pour Montréal. Ça a fait tout le contraire. Mais la ville, est-ce que la ville, pour toi, elle est dépeinte de façon plus sévère que ce qu'elle mérite vraiment? Tu sais, la question de la réputation ou de la perception, c'est très difficile de dire ce qui est perçu négativement, positivement, puis est-ce qu'on peut vraiment mettre une analyse là-dedans. Tu sais, je veux dire, une émotion, c'est une émotion. Je peux bien te dire que la ville est moins a moins de criminalité à la ville, mais toi, si tu te sens pas en sécurité, tu te sens pas en sécurité. Mais la perception d'une ville, c'est la même chose. Un nid de poule fait qu'un cycliste en pleine compétition internationale tombe dans la rue puis tout le monde est vu, la perception, c'est que nos rues sont tout croches. Ben, à un moment donné... Mais c'est un fait aussi, là. Oui, mais si c'est arrivé une fois, c'est difficile après de dire, ben non, ta perception est pas bonne. Ta perception, une fois qu'elle est ancrée, elle est ancrée. Donc, nous, on doit mieux travailler sur la question d'entretien des rues. Puis c'est bien évident que le rapport a démontré, sans aucun doute, qu'on n'a pas mis assez d'argent dans l'entretien de nos rues. Puis malheureusement, ben c'est pas moi qui le dis. Quand tu regardes les faits, le rapport est très clair. Les 5 arrondissements les pires actuellement, c'est tous des arrondissements qui ont été gérés par Projet Montréal. Donc, il faut qu'on soit conscient que, oui, c'est pas sexy de mettre de l'asphalte, là, mais mettre de l'asphalte, ça fait qu'il n'y a pas de nid de poule puis ça fait qu'un cycliste tombe pas à terre. Je veux t'amener sur l'itinérance, qui est un autre problème majeur présentement à Montréal. Durant son mandat, Valérie Plante, elle avait tendance à reléguer ça un peu, à reléguer cette responsabilité-là au gouvernement provincial. Et on entend Luc Rabouin dire que son parti, lui, commence à se pencher là-dessus, mais il amène une nuance. Il dit que le problème de l'itinérance, c'est un problème qui est assez généralisé à toutes les métropoles du monde. Ce dont je doute, ce dont plusieurs personnes doutent, en tout cas pas à ce point-là, pas au point où Montréal en est. C'est quoi ta vision de la chose? C'est sûr que l'itinérance, il y en a dans toutes les villes. On le voit, là. On ne va pas statuer là-dessus. Est-ce que Montréal est pire que d'autres? En fait, peut-être, peut-être pas. Moi, je juge de ce que je vois moi aujourd'hui. Moi, j'ai été députée de Hochelaga, fédérale à Hochelaga. Actuellement, les campements sur la rue Notre-Dame sont incroyables. Moi, j'ai été parler avec les itinérants. Je suis allée voir les itinérants. Je suis allée leur discuter. C'est quoi les besoins? Pourquoi tu es là? Pour comprendre qu'est-ce qu'on ville on peut faire. C'est notre responsabilité. C'est chez nous que ça se passe. Je peux pas pointer du doigt à Québec puis le fédéral. Oui, on va demander de l'aide puis on veut aider. Mais il faut que nous, on se dote de notre propre plan. Qu'est-ce que nous, on veut faire comme ville? C'est quoi notre responsabilité face aux citoyens montréalais qui dorment dans la rue actuellement? Parce qu'on a une crise dans la rue. Puis il faut la reconnaître, cette crise-là. Puis il faut arriver avec des façons nouvelles. Moi, j'ai annoncé que je voulais un protocole de campement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on veut un campement qui est sécuritaire, qui est propre, qui est respectueux du secteur où il est, parce que les citoyens riverains, bien, ils ont l'impact, ils vivent avec l'impact d'un campement. Le débordement des refuges ou des services d'urgence qui débordent dans les quartiers aussi. Milton Park est un bon exemple de ça. Donc, nous, il faut qu'on arrive avec des protocoles de comment on va travailler ensemble. Puis, je peux pas démanteler un site si j'ai pas une alternative. Sinon, il va aller ailleurs. Je veux dire, je peux pas... ils vont juste le déplacer. On va juste déplacer le problème. On n'est pas en train de le régler. Fait que moi, j'ai dit parfait. Moi, je me suis engagée à mettre fin au campement d'ici la fin de mon mandat. Puis voici comment je vais le faire. Je veux un groupe d'action coordonné. Moi, je vais le mettre en place, le leadership, puis je vais le prendre. Comme ville, c'est moi qui vais le prendre. Asseoir la direction des travaux publics, la direction des services d'urgence, santé, Québec, Ottawa, tous les acteurs, les organismes, pour qu'on ait des actions coordonnées. L'hiver, là, il arrive à tous les années, au même moment. Fait qu'il n'y a pas de surprise là. Fait qu'on peut-tu être déjà en train de se dire qu'on a des services coordonnés d'action pour l'ensemble des 4 ans, travailler sur 2000 logements de transition. Ça me prend des alternatives au campement. Ben, parce que c'est juste, j'allais te dire, j'entends toute ta bonne volonté, mais tu sais, j'entends comité, mais non, ça prend de la brique. Ça prend de la brique. Ça prend des endroits pour les mettre, ces gens-là. Ça prend des toits. Puis ça, c'est demain, là. Exact. Fait que, puis, ça prend des travailleurs de rue. Parce que les itinérants, ils vont sortir de leurs conditions s'ils ont des liens de confiance avec des accompagnateurs qui vont les accompagner dans la vie qu'ils veulent, tu sais. Puis ça, là, ça prend du temps. Puis actuellement, on n'a pas assez de travailleurs de rue. Les organismes communautaires qui travaillent sur ce filet sont essoufflés. Alors moi, j'ai décidé que je triplais le budget d'itinérance.
Donc, s'il y a une priorité que la ville doit assumer, c'est celle-là. Il n'y a plus rien d'autre qui devient important quand tu as des gens qui dorment dans la rue C'est ta ou priorité qui meurent dans au-delà la de tout rue. ce dont on a parlé tantôt? C'est C'est l'itinérance? l'itinérance, OK. le logement. Sécurité, propreté, mobilité, fluidité et s'assurer que la ville est bien gérée. C'est les 6 priorités que j'ai mis de l'avant, que j'ai annoncées il y a à peu près 3 semaines. Je veux parler de criminalité. Peut-être que ça rejoint un peu l'itinérance, dans certains cas du moins. Il y a un sondage récent qui a révélé que la majorité, c'est pas rien, là, c'est plus que 50 %, ça veut dire la majorité des Montréalais ne se sentent plus en sécurité dans leur centre-ville. Est-ce que pour toi, on revient à la perception, mais est-ce que c'est une perception qui est exagérée ou peut-être exacerbée par Non, les elle n'est pas médias? exagérée. La question de la sécurité est reliée à beaucoup de choses. La présence policière, le fait que ta ville est propre. Si ta ville est sale, c'est pas beau. Il y a un sentiment de pas être bien. Et donc, ça contribue à ton sentiment de sécurité. Si oui, tu vois des itinérants que tu ne voyais pas avant, on en voit de plus en plus au centre-ville, ça contribue à ça. Le fait que des locaux qui sont vides, placardés, ça contribue au sentiment de sécurité parce que l'espace n'est pas occupé. Fait que le sentiment de sécurité, il est lié à beaucoup de choses. Puis comme ville, mais il faut travailler sur toutes ces choses-là en même temps. Donc, c'est pas juste la question d'itinérance, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Bon, faut parler de la gestion des déchets. On a poubelles. Les poubelles. Les poubelles. C'est pas sexy comme sujet, mais... Mais non, on mais a- quand on a- t'as des rats dans la rue, là, puis quand ça devient un enjeu de santé publique, on peut pas passer à côté de parler de poubelles. Moi, en fait, ce qui me dérange avec les déchets, je trouve même pas que c'est une problématique si importante. Ce qui m'inquiète, c'est l'iniquité entre les quartiers. Je trouve que dans des quartiers, c'est bien géré, d'autres pas. Et ça m'écorche personnellement, parce que tu vois, d'un point de vue purement égoïste, moi, on n'a pas de problème dans mon quartier, fait que je pourrais m'en laver les mains. Mais quand je marche ailleurs, je Ouais, réalise tu le vois. qu'ailleurs, il y en a un Tu problème. le vois. Cette iniquité-là m'agace beaucoup. Dans Hochelaga Maisonneuve, il y a une gang qui s'appelle la Ligue 33 qui a même décidé de prendre ça en main, des citoyens qui ont décidé de gérer les déchets. Ça n'a pas de sens là, C'est qu'on ça. en soit arrivé là. Mais bon, ta solution pour ça, qu'est-ce qu'on fait avec Mais ça? c'est 2 choses. Ben, c'est une responsabilité partagée entre le citoyen Oui. puis la ville. Oui. Actuellement, il y a un bris de contrat. C'est celui de la ville qui est brisé. La ville n'a pas fait ce qu'elle devait faire pour bien accompagner le citoyen dans la propreté. Parce que le citoyen, lui, il sort son sac de vidange, il fait son recyclage, puis il dit, OK, ben là, je sais plus où mettre, là. Je sais plus où mettre les vidanges, là. Fait que là, c'est mon bout à moi de ville qui a pas été fait. OK? Fait qu'il faut ramener ça. Tu as raison de dire que dans tous les quartiers, il y a des différentes façons de faire. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de créer une table des maires qui est associée au comité exécutif. Puis la dernière chose, c'est qu'il n'y a personne au comité exécutif qui porte la responsabilité de la propriété. On n'a personne qui est dédié à la propriété au comité exécutif. Et moi, j'ai dit, ça en prend un. Ça prend une personne qui va avoir ça dans son titre. Hein? S'assurer que la ville est propre. Qui fait que ça. Qui fait que, ben, pas juste que ça, mais qui va faire Que ça ça, en priorité. ça en priorité, parce que c'est effectivement comment on se donne des normes de qualité pour que tous les citoyens partout en ville ont la même qualité. Puis je pense que ça va être un grand défi. Et cette table des maires, indépendamment de qui va être élu au niveau des mairies d'arrondissement, on a l'obligation de travailler ensemble pour la qualité de service qu'on donne aux citoyens. Et ça, là, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous les maires d'arrondissement. Puis moi, je vais faciliter cette conversation au sein du comité exécutif. Est-ce qu'une collecte de déchets hebdomadaire dans tous les quartiers, c'est ce à quoi C'est tu pas veux arriver? nécessairement, parce que certains quartiers qui ont réussi à faire une collecte aux 2 semaines, Saint-Laurent Qui le fonctionne fait. bien. Puis ça fonctionne. Je pense qu'il faut juste se dire, il faut aller au rythme des quartiers, il faut respecter le cadre bâti, puis il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne pour chaque quartier. Parce qu'au bout du compte, oui, on veut faire plus de recyclage, puis oui, on veut s'assurer que la ville est propre, mais il faut le faire en respectant la proximité des décisions qu'on prend dans chacun des quartiers, mais avec un même objectif, qui est celui de donner la même qualité de service au bout du compte. Ma dernière question, elle est financière. Puis je trouve ça Ouais. très étrange qu'on parle de finances en tout dernier, Ouais. mais en même temps, ça démontre l'ampleur des problèmes que la ville a. Nous, ici, au Montréaliste, à travers les épisodes, Ouais. on a été capable de placer le fait qu'il y a vraiment des dépenses abusives là, au centre de l'administration actuelle. Ça a été confirmé par des groupes de citoyens, mais ça a été confirmé même. Une partie de ça, là, on parle de centaines de millions de dollars, peut-être même milliards. Puis une partie de ça a été confirmée par le vérificateur de la ville. Là. Donc, il y a des dépenses abusives présentement. Puis ce qu'on entend sans arrêt, c'est que Montréal est limité dans ses ressources. Tu comprends la grogne que ça peut soulever chez le citoyen. Donc, c'est quoi, toi, ta lecture de la situation financière de Montréal? Puis comment tu peux assurer les citoyens qui nous regardent que de la dépense abusive, là, ça fera plus partie de
de ce qu'on va vivre? Nous, actuellement, si tu regardes le cadre financier de la Ville, ce qui est inquiétant, c'est que pour les 3 ou 4 prochaines années, il y a un déficit anticipé d'à peu près 1,5 milliard. C'est énorme, là. Et ça vient avec toutes les négociations qu'on va faire avec les conventions collectives, les citoyens, tu sais, les cols bleus, les cols blancs, bon. Fait qu'il y a un défi là, de négociation collective qui s'en vient, donc des salaires des employés de la Ville. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'on s'assure on gèle toutes nouvelles dépenses à la Ville. Il faut geler les dépenses. Il faut se dire qu'il y a des postes, surtout en termes de beaucoup de bureaucratie, en termes de contremaître, de gestion, de directeur sur directeur sur directeur. Là. Fait qu'on faut enlever une couche de direction pour donner de l'agilité à la Ville, la prise de décision plus rapidement, décentraliser beaucoup de services dans les arrondissements que cette Ville, que l'administration a énormément centralisé. Je pense qu'une décision plus rapide, plus proche du citoyen peut à la limite coûter moins cher. Fait qu'il faut la regarder. Mais je pense que ça va demander du courage. Du courage de prendre en main des décisions qui vont nous permettre de nous donner l'espace financier nécessaire pour justement régler des problèmes qui sont très urgents, dont celui du logement puis l'itinérance. Puis ça, j'ai hâte de vous présenter un cadre financier. Mais effectivement, je pense que ce qui va demander le plus de courage puis d'ambition, parce qu'il va falloir vendre aux citoyens qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire dans les années qui s'en viennent. Si on ne traite pas l'itinérance, le logement, la sécurité, la propreté, on ne pourra pas assurer l'attractivité de Montréal et donc on ne pourra pas assurer sa compétitivité à long terme. Fait que c'est ça. Ma dernière question, c'est peut-être potentiellement la plus importante. Qu'est-ce qui peut nous permettre de croire qu'Ensemble Montréal va mieux faire que Projet Montréal a fait dans les 8 dernières années? Je pense que nous, on part de la base qu'on va écouter les citoyens. Je pense que les citoyens de les 8 dernières années, puis je me suis promenée depuis que j'ai lancé ma campagne au mois de février, et ce qui revenait tout le temps, les gens ne se sentaient pas écoutés. Moi, ce que je peux leur promettre, c'est d'écouter. D'agir une fois que j'ai écouté. Peut-être qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais je vais m'assurer que les citoyens, plus jamais on va dire que les citoyens ne sont pas écoutés en ville. Les consultations publiques dans lesquelles les gens ont participé, qui finalement les décisions ne reflètent pas cette consultation, où on leur explique même pas pourquoi finalement on les fait quand même, je pense que les citoyens méritent une administration qui est à l'écoute. Puis moi, c'est ça que je suis prête à leur offrir. Je trouve ça intéressant parce que je pense que le fait que tu dises que les citoyens vont se faire entendre, ça va donner envie aux citoyens de se faire entendre puis le 2 novembre. Puis de participer. C'est ça, c'est donnant-donnant. Exact. Ouais. Soraya, merci infiniment de t'être prêtée au jeu. La meilleure des chances pour le 2 novembre prochain. Merci.